Bonsoir à tous, bienvenue donc, à la salle des grands projets du théâtre de Cornouailles. Voilà, rentrez, installez-vous. Je ne vais pas être très très long, je vais juste vous présenter rapidement la soirée. Quoique si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un petit peu de vision sur ce qui va se passer ce soir. Donc, on a le ciné-débat animé par Romain Migus. Donc, voilà, lui. Claude aura l'occasion de le présenter, il se présentera aussi lui-même. Donc, Romain, donc, journaliste, écrivain, spécialiste du Venezuela. D'accord. Il va nous animer cette soirée. Donc la soirée, elle se déroulera en 3 phases. Première phase, on va pouvoir regarder un film sur le Venezuela en temps de guerre. Un film de Thomas Michel et Raphaël Avril. Voilà. Deuxième temps, la conférence débat, animée par Romain. Donc sur le thème France-Amérique latine. Alors je vais essayer de le prononcer sans écorcher. La gilet jaunisation du monde. D'accord ? Et après, on vous propose de faire des échanges et des petits échanges informels autour de notre petit café rencontre là-bas. Il y a des petits gâteaux, il y a ce qu'il faut, il y a de la lecture aussi. Hein, vous pouvez aussi partir avec des petits documents qu'on vous met à disposition, que vous pouvez prendre. Je ne vous cache pas que ces soirées-là s'organisent et on prend du temps et ça coûte aussi de l'argent. Donc il y aura un petit chapeau qui passera, si vous pouvez mettre à votre bon cœur, pour continuer nos mardis jaunes. Alors, encore une minute d'attention, les mardis jaunes, c'est 5e édition. 5e édition. Donc les mardis jaunes ont été créés suite à la concertation citoyenne qui a été menée avec les Gilets jaunes pendant plus de 6 mois. Cette concertation citoyenne, on a fait des propositions, on a transmis ça aux politiques, aux élus. C'est des propositions qu'on a encore travaillé pour faire évoluer notre société. Pour avoir une salle comme celle-là, il fallait une association aussi. Et pour continuer le mouvement, pour continuer la lutte, il fallait une association pour se structurer et se faire reconnaître sur le territoire. Donc c'est pour ça que ces mardis jaunes là sont mis en œuvre par l'association qui s'appelle Les Classiques, que vous retrouvez. Donc on a un blog, un site internet, lesclassiques.fr. Vous pouvez aller dessus pour consulter les informations. Vous pouvez aussi laisser vos adresses mail. Claude se fera un plaisir de vous envoyer les invitations pour les prochains mardis jaunes ou pour les prochaines manifestations. Voilà notre programme des mardis jaunes. La prochaine, je le dis tout de suite comme ça que si vous partez, vous avez l'information. La prochaine assemblée, on aura une assemblée citoyenne ici le 3 décembre. D'accord ? 2 jours avant l'appel à la grève générale. Donc dans cette assemblée citoyenne, on va aussi travailler ensemble pour savoir comment on va converger avec nos collègues ou ceux qui vont dans la rue pour faire changer de cap à la politique du gouvernement actuel. D'accord ? Voilà, donc je vous invite l'assemblée citoyenne le 3 décembre ici à 20h, c'est ça que... Voilà. Et après, on se retrouvera tous dans la rue le 5 décembre. Voilà, je passe le micro, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre attention. Claude, tu me présentes Romain. Je voulais présenter les Romains et la soirée, comment ça nous est venu. C'est la première initiative qu'on prend, qui n'est pas franco-française. Ça a surpris plus d'un qu'on se permette de parler d'autre chose que de notre beau pays. Mais il se trouve que le Venezuela, et plus globalement l'Amérique latine, a connu une situation il y a une vingtaine d'années qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui en France, à savoir des États qui se déstructurent, des services publics qui se délitent, et une mise en cause, une ingérence de l'Empire états-unien sur la vie de ces pays, qui, à partir du coup d'État du Chili, a envahi toute l'Amérique du Sud, toute l'Amérique latine, et l'ultralibéralisme s'est répandu comme une traînée de poudre. Donc moi j'ai été étonné d'apprendre que, par exemple, en Argentine, il y a une vingtaine d'années, il y avait des assemblées de voisinage. C'est-à-dire que les gens dans les quartiers se réunissaient pour s'entraider et puis pour faire face. Et c'est quand même une question qu'on peut se poser aussi aujourd'hui. D'abord, ça ressemblait beaucoup au rond-point, mais je crois que c'est même porteur de beaucoup plus que ça, parce qu'on arrive dans une situation
où à très court terme, tous les services publics vont être complètement déstructurés et inexistants, et il faudra bien qu'on fasse faire face à la situation. Donc c'est à tout ça qu'il faut dès maintenant réfléchir, et je trouve que l'expérience du Venezuela en particulier, dont on pourrait aussi parler de la Bolivie, de l'Équateur et bien d'autres, elle est particulièrement intéressante parce que c'est un pays qui, bon, ça fait 20 ans que ça dure, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une histoire de naissance aussi, vous racontera ça mieux que moi, hein, une histoire de révolte populaire, une histoire de pouvoir qui tire dans le tas, qui fait des milliers de morts, hein, et tout ça a petit à petit été porteur de changements révolutionnaires et ont amené Chavez au pouvoir. L'Assemblée constituante, le référendum d'initiative citoyenne pour révoquer les élus, pour faire une loi, pour etc. Et puis aussi la démocratie directe dans les communes. Et ça dure et ça perdure. Donc voilà pourquoi il nous a semblé intéressant de se plonger dans l'histoire de ce pays. Et on ne pouvait pas tomber plus féru et plus connaisseur de la situation que Romain Migus. 15 ans d'Amérique latine derrière lui, malgré son jeune âge, et 13 ans, je crois que tu disais tout à l'heure, de Venezuela. Donc avec Maurice Lemoine, je crois qu'on a dont le bouquin est là-bas, on a là les deux spécialistes de la chose, du Venezuela et de l'Amérique latine, les plus grands connaisseurs qui existent dans ce pays. Voilà, donc Romain, c'est un auteur, c'est un journaliste, c'est un écrivain, c'est plusieurs bouquins qui ont été écrits en espagnol, ils ne sont malheureusement pas traduits encore dans la langue de Ronsard, mais peut-être que ça viendra. Un best-seller sous la houlette d'Hugo Chavez, un bouquin qui a été tiré à 250 000 exemplaires pour la deuxième élection présidentielle au Venezuela. Bref, c'est quelqu'un qui a un blog qui mérite le détour. Hein, c'est Romain Migus. .info. Bon, voilà. Donc moi je ne vais pas accaparer la parole, je crois que le plus simple, là on va avoir un film qui a été tourné par des Belges, hein, vous nous excuserez. Non, il est très bien. Par des Belges en décembre 2017, c'est-à-dire au moment où la droite était extrêmement violente au Venezuela, où il y a eu, je crois, une quarantaine de morts dans des manifestations de rue. Hein, mais bien souvent c'était les chavistes les morts. Hein, est-ce qu'on oubliait de préciser les télés en France et ailleurs en Europe? Voilà, donc c'est cette période-là qui a été filmée avec un recul d'un certain nombre d'universitaires et de gens engagés dans la vie politique au Venezuela. Donc voilà, c'est ça ce film. Je crois qu'il nous mettra dans l'ambiance. Et après on aura la conférence de Romain sur cet aspect, les analogies hein, entre les luttes citoyennes de l'Amérique latine et les nôtres ici. Voilà. Bonne soirée. « 5 mars 2013, jour de la mort d'Hugo Chavez. Pour la droite vénézuélienne, c'est l'occasion d'en finir avec le chavisme. Bonsoir, déjà merci d'être présents, si nombreux, à Quimper un mardi. Ça veut dire que le sujet est intéressant, soit les gilets jaunes vous intéressent, soit le Venezuela vous intéresse, et ça tombe bien parce qu'on va parler des deux. Voilà, alors je remercie évidemment tous les organisateurs, je remercie Claude de m'avoir si gentiment présenté. Je rappelle que donc, je tiens un blog romainmigus.info avec une newsletter, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, en français. Je précise, donc il y a des publications, plusieurs publications quotidiennes en français si vous voulez avoir un autre point de vue que le point de vue des médias dominants sur ce qui se passe réellement en Amérique latine. On y parle du Venezuela, mais on y parle aussi du Chili, on y parle d'Haïti complètement oublié, on y parle de l'Équateur, on y parle évidemment de la Bolivie, dont le drapeau indien a été profané et brûlé par les putschistes récemment. Donc je vais vous faire passer, pour ceux qui veulent, une feuille pour qu'on reste en contact. Les personnes qui veulent avoir des informations sur la situation réelle en Amérique latine, je vous fais passer cette feuille de contact pour que vous me laissiez votre mail pour pouvoir vous envoyer des informations. Ceci étant dit, je ferme la page de publicité pour vous raconter une petite histoire. Peut-être que c'est une petite histoire qui va parler à certains. Il était une fois un pays
où le peuple souffrait énormément, où, sous les coups du néolibéralisme triomphant, l'État avait été complètement démantelé, les services publics atomisés, une grande partie de la population avait été marginalisée des centres urbains protégés des classes moyennes ou des classes bourgeoises. Et un beau jour, le gouvernement de ce pays a décidé la mesure de trop. Il a décidé d'augmenter le prix de l'essence. Et ça a été la mesure de trop qui a fait comprendre au peuple de ce pays que la voie choisie, la voie politique choisie, ces dernières années ne pouvait plus durer. Et le peuple, en dehors des structures syndicales, en dehors des structures politiques, en dehors des partis, a commencé à se mobiliser, a commencé à descendre dans la rue et a dû subir une énorme répression politique, policière et aussi médiatique. Pourquoi médiatique? Parce que les élites politiques, économiques et médiatiques ne comprenaient pas qui étaient ces gens, mais d'où ils sortent. Pourquoi sont-ils si nombreux? Parce que le modèle qu'ils avaient défendu jusqu'alors, ce modèle de démocratie parfaite, eh bien, ces gens venaient rompre avec ce modèle en leur disant jusqu'à maintenant, on n'en peut plus. Et le peuple s'est mobilisé de manière pacifique, de manière aussi, dans certains lieux, de manière violente, parce qu'ils voulaient exprimer leur rage par rapport au système qui les avait exclus. La répression a été terrible. Terrible. Mais a surgi un acteur politique qui fait que le jeu ne pouvait plus revenir en arrière. Le peuple était apparu sur l'échiquier de la société et le peuple s'était constitué en sujet historique. Vous avez bien compris que je parlais du Venezuela. C'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela en 1989. Il y a eu une répression terrible, 2000 morts. Le gouvernement social-démocrate d'alors, affilié à l'Internationale socialiste, a appelé l'armée pour réprimer le peuple. Et donc, on a compté 2000 morts. Ils ont réprimé cette révolte populaire dans le sang. Et les revendications qui ont été portées ce jour-là ont mûri. Elles ont mûri pendant longtemps. Il n'y a pas eu de traduction immédiate sur la vie des gens, il n'y a pas eu de traduction électorale immédiate, mais il y a certaines revendications qui ont mûri. D'une part, le peuple s'est organisé, encore une fois, je répète, en dehors des structures politiques et syndicales traditionnelles, et il a émis une série de revendications qu'on pourrait catégoriser en 3 thèmes. Le thème de demande sociale, de demande de plus de protection sociale, ce qui est un peu normal face au néolibéralisme triomphant. Les peuples demandent plus d'État-providence, plus de santé, plus d'éducation, plus de protection sociale. Il y a eu aussi une demande de souveraineté, des rejets, dans le cas du Venezuela, des politiques imposées non pas par leur gouvernement, mais par des entités supranationales étrangères, dans le cas du Venezuela, par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale et par les États-Unis. Et puis, il y a eu une demande très forte d'approfondissement de la démocratie. Parce que dans les assemblées, les gens se sont rendus compte que la démocratie simplement électorale était un frein à leur demande. Et finalement, ils votaient, une fois tous les 5 ans, ils déléguaient leur souveraineté dans un représentant qui finissait par les trahir durant son mandat. Et donc, cette demande de démocratie participative, cette demande de démocratie directe, s'est organisée autour de la demande généralisée du peuple pour une Assemblée nationale constituante et pour un référendum de révocation des élus à mi-mandat. Je parle du Venezuela, hein, attention, hein, n'allez pas vous méprendre, mais effectivement, on peut faire là des parallèles, un parallèle gigantesque avec la demande de l'Assemblée nationale constituante et aussi avec le RIC.
Et laissez-moi vous dire que le RIC existe au Venezuela. Car lorsque Hugo Chavez a pris le pouvoir en 1999, donc là, vous pouvez voir qu'il s'est passé 10 ans entre la révolte initiale et la traduction politique des attentes populaires. Il s'est passé 10 ans. En Équateur, il s'est passé 6 ans entre les révoltes de Ferro Moncayo, qui a coulé la population équatorienne, et l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa. En Argentine, ils ont été un petit peu plus rapides. Il s'est passé 2 ans. Mais la traduction politique n'a jamais été immédiate. Dans le cas du Venezuela, c'est les premiers à avoir pris le pouvoir, notamment grâce à Hugo Chavez. Et lorsque Hugo Chavez est intronisé président, la première chose qu'il dit « Je convoque une Assemblée nationale constituante ». Et là, les groupes qui s'étaient forgés dans la lutte pendant 10 ans se sont organisés autour de cet objectif commun. Et on a vu fleurir absolument dans tous les villages, dans toutes les villes, des comités constituants qui réfléchissaient, qui écrivaient des articles, qui faisaient remonter via des mécanismes internes de l'Assemblée nationale constituante pour participer de manière collective à l'écriture de la Charte suprême. Et notamment de l'équivalent du RIC au Venezuela, c'est-à-dire la possibilité de révoquer un élu à mi-mandat, la possibilité de proposer une loi et la possibilité de déroger une loi déjà votée. Ça, c'est l'article 72, 73, 74 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Mais c'est pas qu'au Venezuela. C'est pas qu'au Venezuela. Lorsque, en Équateur, les gens élisent Rafael Correa, une des premières choses que le nouveau président convoque, c'est aussi une Assemblée nationale constituante. Et le RIC, dans la Constitution équatorienne, c'est l'article 102, 103 et 104 de la Constitution de l'Équateur. Et c'est aussi, en Bolivie, par les mêmes mécanismes, l'article 11, ou en tout cas le sens de l'article 11 de la Constitution de Bolivie, aussi approuvé après une Assemblée nationale constituante. Et Claude a fait mention d'un article qui, lorsque les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes a surgi, lorsque il apparaissait clair que finalement, ce mouvement était un rejet profond des politiques néolibérales qu'on nous impose depuis des années, et que finalement, c'était dans des termes identiques aux luttes qui avaient été menées en Amérique latine 20 ans auparavant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 20 ans auparavant en Amérique latine? C'est très simple, c'est que le néolibéralisme, il a commencé en Amérique latine. Il a commencé au Chili en 1973 avec la dictature d'Augusto Pinochet, et ensuite il s'est étendu à tout le continent. Donc effectivement, le néolibéralisme a 20 ans d'avance, et les réactions populaires aux conséquences du néolibéralisme se sont exprimées avec 20 ans d'avance. En Argentine, il y a un auteur qui s'appelle Pedro Breger, un journaliste, qui a écrit en 2004 un article, une étude sur les assemblées de voisinage en Argentine depuis le début de la crise en 2001 jusqu'à 2003, l'arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner, c'est-à-dire la traduction électorale des attentes du peuple argentin. Je vous invite à le lire, je l'ai publié cet article sur mon blog. Cet article, il fait froid dans le dos, parce que Breger, il écrit en 2004, au début de l'année 2004, vous changez le mot assemblée de voisinage et vous le remplacez par rond-point, et c'est exactement une étude du mouvement des Gilets jaunes. C'est exactement une étude du mouvement des Gilets jaunes. Il raconte comment les gens se sont organisés en dehors des partis, des structures traditionnelles. Il raconte aussi comment, lorsque des organisations politiques déjà constituées, de gauche ou autres, ont essayé de mettre la main sur le mouvement, il y a eu une baisse du mouvement parce que les gens désertaient les assemblées. Et il montre toute l'évolution par quartier, comment les gens ont pris finalement leur destin en main et comment ils ont amené la transformation de l'Argentine avec l'élection de Néstor Kirchner. Je reviens à mon exemple du Venezuela, car c'est le pays qui est allé le plus loin dans le transfert du pouvoir au peuple. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi c'est aussi
le pays, ou un des pays qui résiste encore, alors que, comme on a pu voir en Argentine, le néolibéralisme est revenu temporairement par l'élection de Mauricio Macri, qui vient de perdre récemment la nouvelle élection. En Équateur, nous avons pu voir que le néolibéralisme est revenu aussi par la trahison de Lenín Moreno, le président actuel qui s'était fait élire sur les listes de la Révolution citoyenne et qui a opéré un virage de 180 degrés depuis. Et on espère, pour l'instant je ne me prononce pas trop, parce que les événements sont encore en cours, mais en Bolivie, il ne vous a pas échappé, enfin je dis, il ne vous a pas échappé, si, ça peut vous avoir échappé si jamais vous écoutez les médias traditionnels. Mais si vous allez sur le blog www.romamilus.info ou sur mes réseaux sociaux, il ne vous aura pas échappé qu'on assiste en ce moment même à un coup d'État militaire. Le peuple est dans la rue, est en train de se faire massacrer. Il y a déjà 50 morts et il y a une situation très tendue qui peut mener à la guerre civile. Mais si les putschistes triomphaient, effectivement, tous les acquis de la révolution bolivienne seraient jetés aux orties ou jetés à la poubelle. Et donc, pourquoi le Venezuela a réussi à résister, en plus résister, on en parlera un peu plus tard, mais résister à des stratégies de tension à la fois économiques, diplomatiques, institutionnelles et militaires? Parce qu'il y a un énorme transfert du pouvoir au peuple. Comment ça s'organise? Ça s'est organisé que dès le début, les comités constituants qui avaient précisément été le germe de l'organisation populaire, le gouvernement les a promus pour, ou plutôt il s'est appuyé sur ces comités constituants, sur ces comités populaires, pour dépasser une administration de l'État défaillante et organiser ses politiques sociales. Et donc, il les a incités à se transformer en comité d'éducation pour éradiquer l'analphabétisme. Le Venezuela est un pays libre d'analphabétisme. Il les a poussés à s'organiser pour organiser des comités de santé, pour avoir la possibilité de recevoir un médecin qui venait de Cuba, dans un accord bilatéral. Pourquoi il venait de Cuba? C'est très simple, parce que les médecins vénézuéliens ne voulaient pas aller dans les quartiers pauvres. Et donc, les gens ont été obligés de s'organiser, des comités de terre urbains pour pouvoir faire des cadastres des quartiers populaires et obtenir des certificats de possession de la terre. C'est-à-dire qu'on a vu fleurir en quelques années, on a vu doubler ou tripler les plans des villes parce que ces quartiers étaient complètement invisibilisés. Ils se sont organisés aussi en comités techniques de l'eau pour la gestion participative de l'eau au niveau municipal, pour des comités techniques de l'électricité pour la gestion participative dans les quartiers de l'électricité au niveau local, etc., etc. Comité de culture, je ne vais pas les énumérer tous, sinon on est là jusqu'à minuit. Il n'empêche qu'en 2006, le gouvernement bolivarien a essayé de systématiser cette organisation populaire et a créé une figure pour renforcer la démocratie participative et directe, qui est la figure du conseil communal. Qu'est-ce que c'était que la figure du conseil communal? C'est la réunion de tous ces comités populaires au sein d'un échelon administratif reconnu dans l'État qui s'adapte à 200 familles en zone urbaine, 120 familles en zone rurale et 70 familles dans les zones indigènes, dans les zones des peuples premiers. Et au sein de ce conseil communal, il y a effectivement des responsables pour les différents comités, culture, éducation, santé, etc. Et tout se vote à l'Assemblée générale à main nue, c'est-à-dire une démocratie directe. C'est-à-dire que le devenir du quartier est pris en charge directement par les habitants. Et même encore pire, enfin encore pire, encore mieux, je ne sais pas, ça dépend de là où on se place, c'est que la limite territoriale d'action, le rayon d'action du conseil communal est lui-même décidé en assemblée générale. Aujourd'hui, les conseils communaux, c'est 47 784 conseils communaux sur le territoire, on va dire 50 000, allez, coupe, on est généreux, et ça touche 14 millions de personnes qui sont organisées au sein d'une démocratie directe et qui prennent des décisions qui changent leur devenir. Alors, pour la petite anecdote,
en 2008, j'ai été fondateur du conseil communal dans l'immeuble où je vis. Donc c'est une grande barre d'immeubles, il y a entre 1000 et 1500 personnes qui vivent dans chaque barre d'immeuble. Et donc j'ai été fondateur du conseil communal. J'ai passé des samedis entiers à discuter, à avancer, à tâtonner. Parce qu'effectivement, on tâtonnait. Il n'y a pas de manuel de faire la révolution. Vous pouvez lire Marx 125 000 fois. C'est une orientation, une théorie pour ceux qui sont marxistes, mais c'est pas un manuel de faire la révolution. La révolution, c'est des gens en chair et en os qui la font. Et il n'y a pas de manuel pour ça. Et donc on tâtonnait, on avançait, on disait, hey, bien souvent, le premier obstacle qu'on rencontrait, c'était la loi. Parce qu'on disait, ah, la loi est un obstacle finalement. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que les députés qui avaient voté la loi sur les conseils communaux, c'est des êtres humains, ils avaient pensé un modèle, mais dans la pratique, on faisait remonter, il y a des choses qui clochent, on ne peut pas avancer parce que précisément, la loi des conseils communaux, entre 2006 et 2009, elle a été réformée 13 fois. C'est-à-dire que l'appareil législatif était à l'écoute des préoccupations des citoyens pour pouvoir faire avancer la démocratie directe et la démocratie participative au Venezuela. Sauf qu'un jour, Hugo Chavez, dans un discours, a dit, mais là il y a quand même un petit problème. C'est l'argent. Et oui, on peut décider effectivement en assemblée générale qu'il faut réparer le toit d'une école, on peut trouver dans le quartier des gens qui sont aptes à réparer le toit de l'école, mais n'empêche qu'il manque quand même l'argent pour acheter des tuiles. Et effectivement, les conseils communaux, c'est le premier échelon administratif de l'État vénézuélien. En revanche, il dépend encore soit de l'État central, soit des pouvoirs locaux ou régionaux pour le financement de ces projets. Et donc Chavez a dit qu'il faut aller encore plus loin, avec la création des communes socialistes. Qu'est-ce que la commune socialiste? C'est l'agrégation de plusieurs conseils communaux, mais autour d'un projet productif. Et ce projet productif se réalise sous le terme de la propriété sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété collective, ce n'est pas une propriété publique, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas une coopérative, c'est la propriété sociale. Les moyens de production appartiennent à la communauté de voisinage, c'est-à-dire aux membres qui vivent sur le territoire de la commune. Les dividendes de l'entreprise sont répartis, non pas par des individualités, certainement pas avec des actionnaires, sont répartis en fonction de projets décidés en assemblée générale pour précisément la communauté et le bien de la communauté. Et aujourd'hui, c'est 3500 communes qui fleurissent au Venezuela. 3500 communes, beaucoup dans le monde rural, qui s'articulent sur des projets agricoles, mais aussi dans les zones urbaines, avec des petites entreprises de production, de textiles par exemple, des boulangeries communales, des services communaux qui sont eux-mêmes en lien avec les communes agricoles pour pouvoir acheminer les produits agricoles et les vendre à la population à un prix abordable, à un prix juste. Donc, on voit qu'au Venezuela, même si l'ancien modèle perdure encore, et je ne vous cache pas qu'il y a des contradictions. Il y a des contradictions entre des mairies, par exemple, et des communes. Les mairies ne veulent pas laisser autant de pouvoir à des communes, parce qu'elles ont peur qu'elles lui arrachent toutes ses prérogatives, et dans un sens, elles ne sont pas tort, puisque la commune et la mobilisation populaire au sein de la commune est plus importante que la mobilisation électorale. Et c'est-à-dire qu'au Venezuela, la grande majorité des personnes ne délèguent pas leur souveraineté, ne délèguent pas leur souveraineté au moyen du vote à un représentant durant un laps de temps donné. Ils exercent de manière protagonique la politique et de manière permanente. Et donc, ce modèle, évidemment, je ne sais plus le terme qu'ils ont employé dans le film, ils disent c'est pas un modèle, c'est une dynamique. Évidemment, on ne peut pas prendre ce qui se passe au Venezuela et dire tiens, on va l'adapter, on va le calquer, on va l'adapter en France. Ce sont des situations économiques, culturelles, complètement différentes, industrielles complètement différentes. Mais il n'empêche que cette dynamique, évidemment, nous permet de nous questionner, nous, sur la démocratie
que nous voulons, sur le modèle de société que nous voulons, sur la redistribution que nous voulons, et sur le bien-être commun et l'intérêt général que nous voulons. Et ça, pour les grandes puissances, pour les oligarchies locales ou internationales, c'est impardonnable. Il faut que ce modèle échoue coûte que coûte. Et donc, c'est mis en place dès le début, mais de manière très forte ces dernières années, une violence inouïe pour faire tomber ce modèle. Cette violence inouïe, comme l'ont rappelé les auteurs du documentaire, s'exprime par une tactique militaire, venant évidemment des États-Unis, mais qui implique un nombre d'acteurs beaucoup plus large. Cette tactique militaire, cette forme de guerre, c'est la guerre de quatrième génération. Et dans cette guerre de quatrième génération contre le Venezuela, il y a plusieurs fronts. Il y a le front institutionnel, le front diplomatique, le front médiatico-psychologique, le front économique et le front militaire. Donc on va commencer par le front institutionnel. Le front institutionnel, ça a été de créer des pouvoirs parallèles pour prétendre supplanter les pouvoirs légitimes du Venezuela. Je pense que vous avez tous été bercés et bernés par ce qui s'est passé au début de l'année 2019, où un type, au détour d'une rue, se proclame président. Enfin, ça peut paraître rigolo, mais ça n'est pas. Imaginons un instant que Jérôme Rodriguez ou Flyrider, à la fin d'une manif à Paris, sur les Champs-Élysées, se proclame président, etc. D'accord, ça pourrait faire rire quelques personnes. Sauf qu'imaginez que dès le lendemain, la Russie, la Chine, l'Iran reconnaissent « Ah oui, le vrai président de la France, c'est pas Macron, c'est Flyrider, puisqu'il l'a dit à la fin de la manif des Gilets jaunes. » C'est compliqué. Peu importe ce qu'on pense de Macron, il faut quand même reconnaître que c'est un coup d'État, ou une tentative de coup d'État. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. C'est exactement ce qui s'est passé, non seulement par cette présidence fantoche, mais aussi par la création de pouvoirs judiciaires fantoches au Panama et en Colombie. Le tribunal suprême de justice en exil, donc ce tribunal fantoche créé par l'opposition vénézuélienne, a réalisé le jugement de Nicolas Maduro depuis l'Assemblée nationale de Colombie. Imaginez, on va reprendre la comparaison. Imaginez que des gilets jaunes se disent tiens, on va faire le jugement de Macron et ils le fassent dans les locaux de la Douma russe. C'est quand même effectivement, on va dire attendez, là il y a un petit problème. Peu importe d'ailleurs ce qu'on pense des Russes, ce qu'on pense de la encore une fois du pouvoir actuel, il faut voir que c'est quand même une sorte de trahison à la patrie. Si vous voulez prendre le pouvoir judiciaire, faites en sorte de le prendre légitimement et légalement. Et donc, il y a la constitution de plusieurs pouvoirs parallèles visant à se substituer au pouvoir légitime élu du Venezuela. Ce qui nous amène au deuxième front, qui est le front diplomatique, avec la tentative d'isoler complètement le Venezuela, au moyen de pression sur certains pays, avec des accords passés avec des pays dont l'idéologie est proche, notamment les États-Unis, avec les gouvernements de droite d'Amérique latine ou avec leur laquais de l'Union européenne. Donc on a vu comme ça qu'une minorité de pays de la communauté internationale a reconnu Juan Guaido, c'est comme ça qu'il s'appelait, le type qui s'est autoproclamé dans la rue, a reconnu Juan Guaido président du Venezuela. J'insiste en disant bien une minorité de pays de la communauté internationale, malgré ce qu'en disent les médias. C'est pas la communauté internationale, c'est 40 pays, il y a 193 pays dans le monde, donc c'est une minorité de pays qui a reconnu Juan Guaido. Peu importe que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, etc., etc. Cette tentative d'isoler le Venezuela a été un échec. Le Venezuela, jusqu'en septembre de cette année, a été président du mouvement des non-alignés, a été élu président du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire la deuxième organisation internationale la plus importante après l'ONU. Le Venezuela a été récemment aussi, jusqu'à l'année dernière, président du comité de décolonisation de l'ONU.
Ça aussi, c'est en vote à l'Assemblée Générale des pays de l'ONU. C'est-à-dire une grande majorité de pays qui reconnaissent la légitimité du gouvernement vénézuélien. Et puis récemment, le Venezuela, la date exacte, que je ne vous dise pas de bêtises, c'était le 14 octobre, a été élu au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et là, alors, donc, comme on peut voir, effectivement, donc, le Venezuela n'est pas isolé sur la scène diplomatique. Ça marche pour le deuxième front. Donc, premier front institutionnel, deuxième front diplomatique, troisième front médiatico-psychologique. Vous allez voir, je vais essayer de faire une culbute sympathique. Dans le film, on entend que la guerre de quatrième génération a été théorisée par les États-Unis. C'est vrai, c'est des colonels de la Navy, les colonels Sutton et Nightingale, qui ont écrit un article dans la revue des Marines en 1989 et qui expliquait quelles étaient les grandes lignes de cette nouvelle théorie militaire. Et, alors je passe, je m'étends pas trop là-dessus, mais il y a un chapitre sur la guerre psychologique. Et notamment, ils disent qu'il faut absolument considérer les cerveaux au niveau local, les opinions au niveau local, mais aussi international, comme des cibles militaires. Parce qu'elles peuvent nous éviter d'avoir à envahir un pays et d'engager nos armées. C'est-à-dire qu'au sein de cette guerre de quatrième génération, vous êtes des cibles. Vous êtes des cibles militaires d'opérations psychologiques. Et vous avez été, sans même vous rendre compte, une cible d'une opération psychologique qui a commencé le 18 septembre de cette année avec un article d'un journal qui s'appelle, je ne me rappelle plus, qui s'appelle Le Monde. J'ai dit journal, hein, déjà je suis gentil. Et en première page, qui annonçait qu'au Venezuela, il y avait eu 18 000 exécutions extrajudiciaires. Et en page 2, il y a une pleine page expliquant que la police, les forces spéciales de la police, ont assassiné 18 000 personnes au Venezuela. C'est énorme, 18 000 personnes. C'est plus que Pinochet. Non? Alors, il fallait effectivement déjà regarder un petit peu le contenu de l'article. Le contenu de l'article disait 18 000 personnes assassinées selon l'ONU. Ah bon? Moi j'aime bien lire, j'aime bien le Venezuela. Alors je précise que je n'ai pas acheté Le Monde, on me l'a donné. Je suis allé lire le rapport de l'ONU. Le rapport de l'ONU ne dit pas ça. Il ne parle absolument pas de 18 000 exécutions extrajudiciaires. Le rapport de l'ONU, paragraphe 50, il dit il y a eu 5 200 et quelques morts dues à des affrontements armés avec la police. Et il a cette phrase magnifique pour un rapport de l'ONU. Vous imaginez le niveau des mecs. Ils ont été les chercher, je ne sais pas trop où, mais des exécutions extrajudiciaires. Beaucoup? Beaucoup. Ok, donc chacun mettra ce qu'il veut là-dedans. Pourrait être conditionnel, on ne sait pas. Et donc ça, c'est utilisé par Le Monde pour dire 18 000 exécutions extrajudiciaires au Venezuela. Et puis quand on regarde les sources, alors on voit une dame, Tamara Sourou, qui est membre d'une ONG des droits de l'homme. Alors raconter truc, moi j'ai eu peur, hein, parce que je vis à Caracas, je vis entre la France et Caracas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit oh là là, je ne retourne pas à Caracas, c'est pas possible, j'ai trop peur. Évidemment, ça ne correspondait pas à la réalité. Mais Le Monde l'a présenté cette dame comme donc membre d'une ONG des droits de l'homme. Très bien. Mais ce qu'a oublié de dire Le Monde quand même, c'est que cette dame avait été nommée par Juan Guaido, le président autoproclamé, ambassadrice en République tchèque. Ah oui, mais ça change quand même tout. Là, c'est quand même une vision partielle et politique. Et le Monde s'appuie aussi sur des ONG locales, notamment une qui s'appelle Provea, qui est financée par des paravents de la CIA, comme la NED, le Fonds National pour la Démocratie. Alors vous allez me dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Il va nous faire des trucs complotistes? Pas du tout, pas du tout. Le Fonds National de la Démocratie pour la Démocratie est un organisme bipartisan qui reçoit de l'argent du Congrès des États-Unis et qui finance toutes les ONG pour déstabiliser les gouvernements
qui ne s'aligne pas sur la politique de Washington. Un de ses fondateurs, Karl Allen Weinstein, avait dit au Washington Post en 1991, avait dit « Tout ce que nous faisons actuellement était fait par la CIA il y a 20 ans ». Voilà, c'est pourquoi il le dit, c'est le fondateur de l'ANN. Donc, on se dit, mais pourquoi, finalement, le monde nous prend pour des buses? Parce que là, excusez-moi, on nous a pris pour des buses. On ne nous a pas pris pour des buses, on nous a pris pour des cibles. Parce que cette campagne, en France, elle a été assumée par Le Monde et par tous les médias qui l'ont relayée sans vérifier les sources. Mais dans les autres pays, ça a été pareil. Au même moment, il y a eu cette fake news qui a été au niveau mondial. Pourquoi? Parce que le but recherché, c'était une campagne politique, était d'empêcher que le Venezuela soit élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pourquoi il fallait absolument empêcher cette élection? Parce que si le Venezuela n'obtenait pas la majorité des votes, alors Juan Guaidó et l'opposition auraient pu dire, vous voyez, ils ne sont pas légitimes. Donc, ce qu'on vous prenait pour de l'information, en page 2 du Monde, et dans tous les médias qui l'ont suivi, c'est pas de l'information, c'est une campagne politique, une opération psychologique. Alors, voilà pour le troisième front, le front médiatico-psychologique. Le quatrième front, qui est particulièrement détestable, c'est le front économique. Depuis 2014, il y a un blocus qui s'est orchestré contre le Venezuela. Quel est le but du blocus, et qui a réussi d'ailleurs? Interdire au Venezuela de pouvoir avoir accès au dollar. Interdire au Venezuela de pouvoir trouver des sources de financement sur le marché international. Interdire aux clients du Venezuela de lui acheter ses matières premières. La production, entre autres, le pétrole, mais aussi l'or. C'est-à-dire asphyxier complètement le pays pour que la population lâche le gouvernement et se retourne contre le gouvernement. Dans les médias, vous entendez pas parler de ça. Personne ne dit, par exemple, qu'une des causes de la migration vénézuélienne, qui existe, on en reparlera tout à l'heure, la cause principale, c'est l'abaissement du niveau de vie dû aux sanctions, dû au blocus économique, qui est un blocus criminel. Il y a un chercheur en économie, un économiste états-unien, qui a fait un rapport sur les conséquences de ce blocus de 2016 à 2018, à fin 2018. Ce chercheur, c'est Jeffrey Sachs. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeffrey Sachs, c'était un des responsables des thérapies de choc ultralibérales après la chute du mur de Berlin dans les pays de l'Est, et aussi en Amérique latine. Donc, c'est pas un marxiste, c'est pas un bolivarien, c'est quelqu'un qui vient du monde ultralibéral. Donc, il a fait un rapport dans lequel il dénonce que de 2015 à 2018, le blocus a fait 40 000 morts au Venezuela. Il n'y a pas, des fois j'entends dire, mais il n'y aura pas de guerre, elle pourrait être évitée. Elle a commencé la guerre. Il y a déjà 40 000 morts. Le blocus, je vais vous le résumer en 3 citations. Alors encore une fois, je ne vais pas aller chercher Fidel Castro à la rescousse. Non, je vais aller dans l'administration des États-Unis. Première citation, avril 2017, lorsque de plus lourdes sanctions tombent sur PDVSA, l'entreprise pétrolière qui produit 95% des devises qui servent à ensuite importer des pièces de rechange pour les industries, des aliments, des médicaments, etc., etc. Et donc, la personne, William Brownfield, qui a été ambassadeur au Venezuela et en Colombie, répond à une question d'un journaliste qui lui demande « Mais alors pourquoi ces sanctions contre le PDVSA? Pourquoi les prendre maintenant? Et pourquoi les renforcer maintenant ?» Et il dit on a essayé de voir toutes les options, etc. Mais nous avons pris cette décision en conscience, j'ouvre les guillemets, même si cela doit se traduire par des mois et des années de souffrance pour les Vénézuéliens. Fermez les guillemets. William Brownfield. Je vais en prendre une deuxième d'un cinglé furieux de l'administration, anciennement de l'administration Trump, qui s'appelle toujours d'ailleurs John Bolton, qui est un néoconservateur, un faucon et un va-t-en-guerre complètement fou. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. On lui a demandé un jour
qu'est-ce qu'il pensait, comment il prenait ses décisions. Et il a dit, j'ai beaucoup de conseillers autour de moi, je prends des décisions en fonction des rapports qu'ils me donnent, j'essaie de les prendre au milieu. Si j'écoutais John Bolton, je bombarderais tous les pays du monde tous les jours. Voilà, ça c'est John Bolton. Et John Bolton passe sur une chaîne nord-américaine, donc états-unienne, Univision, et on lui demande qu'est-ce que sont en train de faire les États-Unis au Venezuela. Et John Bolton dit, les États-Unis au Venezuela sont en train de faire comme Dark Vador dans la guerre des étoiles lorsqu'il étrangle lentement quelqu'un. Voilà, ça se passe de commentaires. Et la troisième citation pour expliquer le blocus terrible et criminel contre le Venezuela, c'est Thomas Shannon. Thomas Shannon a été vice-ministre des Affaires étrangères d'Obama. Thomas Shannon a dit « Les conséquences du blocus états-unien au Venezuela sont comparables aux bombardements alliés sur Dresde et Tokyo à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. » C'est 300 000 morts sur Dresde. Et là, il y en a déjà 40 000 au Venezuela. Voilà, c'est à ça que doit s'affronter le peuple vénézuélien. C'est ça que les médias disent jamais. Ah, c'est la faute à Maduro, les sanctions, ça n'existe pas. Ah bon, les sanctions, ça n'existe pas? Eh bien, moi, j'ai un petit passe-temps, chacun a ses passe-temps. Il y en a qui font du sport, moi, comme vous pouvez le voir, j'en fais pas. Tous les jours, je regarde quelles nouvelles sanctions ou quelles nouvelles punitions sont prises par les États-Unis et leurs alliés contre le Venezuela, et je le note dans un texte disponible sur mon blog et disponible en version papier sur la table là-haut. Voilà. Il y en a 25 pages. Il y en a 25 pages. C'est-à-dire que tous les 2 jours, quasiment, il y a une nouvelle sanction qui tombe. C'est-à-dire que si par exemple Annette voulait faire du commerce avec le Venezuela et voulait envoyer 14 000 tonnes de blé ou de riz au Venezuela, elle le ferait une fois. Le lendemain, elle est sur la liste du département du Trésor et elle ne peut plus faire de commerce avec personne. Et si moi, par exemple, je dis, tiens, je vais acheter du riz, où est-ce que je vais acheter du riz? Tiens, je vais acheter du riz à Annette. Le lendemain, moi-même, je serai sur la liste du département du Trésor parce que j'ai désobéi à l'ordre impérial de ne pas faire de commerce avec des gens qui font du commerce avec le Venezuela. Ils sont sur la liste noire ceux qui font du commerce avec le Venezuela. Donc évidemment, c'est extrêmement préoccupant. Le gouvernement, alors là, le documentaire, parce que les nouvelles vont très vite, et l'actualité politique va très vite au Venezuela, la situation qui est décrite, qui est vraie jusqu'à fin 2018, c'est légèrement transformé. Il y a eu une libéralisation du dollar, et donc le gouvernement n'offre plus la possibilité d'avoir des dollars à moindre taux. Donc aujourd'hui au Venezuela, vous trouvez à peu près tout. Le problème, c'est les prix. Parce qu'il y a une spéculation absolument folle contre le bolivar. Donc la guerre économique et le blocus, c'est pas un élément comme ça, la guerre de 4e génération, c'est un élément central, 25 pages. Et puis, il y a le dernier point qui est le front militaire. On a entendu Donald Trump dire « Nous n'écartons pas une intervention militaire ». On a vu des membres de l'opposition la réclamer. Alors ce qui est intéressant, c'est que Antonio Ledesma, qu'on voit dans le film, réclamait une intervention militaire contre son propre pays. Alors on dirait que lui, il s'en fout des bombes, il vit à Madrid. C'est facile, vous pouvez détruire tout le pays, lui, il vit en Espagne. Mais cette personne, quelques semaines après, moi, je suis journaliste, je vois un type comme ça, avant de lui ouvrir les colonnes de mon journal, j'ai réfléchi à 2 fois quand même, parce qu'on voit bien que le type est ultra radical, il est en train de prôner un massacre de son propre peuple, que le sang coule à flot, etc. Et bien, paf, dans le mythe, quelques semaines après, le Figaro lui offre la page 2 et 3, dans laquelle il réclame non seulement une intervention militaire, mais que les pays européens s'organisent pour destituer Maduro et faire finalement ce que lui rêve, il ne peut pas le faire dans les urnes. Et cette intervention militaire directe, c'est-à-dire à laquelle on est accoutumé, quand on réfléchit à l'Irak, par exemple, ce qui s'est passé en Irak, je pense qu'elle n'aura pas lieu. Ça ne veut pas dire que la guerre n'a pas lieu. La guerre a déjà commencé, mais plus sur les mêmes techniques militaires que celles
que nous connaissons et à laquelle nous nous sommes accoutumés, c'est-à-dire de voir la guerre à la télévision pour que celle-ci soit réelle. La guerre au Venezuela, suivant des modèles déjà expérimentés en Libye et en Syrie, s'opère par des groupes irréguliers qui cherchent à prendre contrôle de portions de territoire stratégiques dans le but d'empêcher l'État central d'administrer ses ressources naturelles. Et tous les jours au Venezuela, les forces spéciales de la police ou l'armée doivent s'affronter avec des bandes criminelles. Et des bandes criminelles, c'est pas un mec avec un cutter au bout de la rue. C'est des bandes armées de M16, armées de mitrailleuses. C'est une micro-cellule terroriste. Il doit s'affronter aussi avec les bandes narco-paramilitaires qui viennent de Colombie, donc les cartels de la drogue paramilitarisés. Et nous avons pu voir il y a quelques semaines, je vous renvoie encore une fois à mon blog, fin de la page de publicité, j'ai écrit un article assez détaillé là-dessus, les liens qui unissent l'opposition vénézuélienne avec les cartels de la drogue colombiens. Parce que c'est le modèle. Parce que c'est le modèle d'atomisation de l'État-nation pour pouvoir contrôler des portions stratégiques du territoire. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, pour les ressources naturelles. Le Venezuela, c'est les premières réserves de pétrole au monde, prouvées au monde, devant l'Arabie Saoudite. Le Venezuela, c'est aussi les deuxièmes réserves d'or prouvées au monde. Le Venezuela, c'est un pays riche en lithium, pardon, non pas en lithium, en coltan, en bauxite, en fer, en eau, en bois. C'est un pays en gaz. C'est un pays immensément riche dont le sous-sol attire évidemment les prédateurs internationaux. Mais la deuxième raison, parce qu'il y a des petits pays qui n'avaient pas la richesse du sous-sol du Venezuela et pourtant qui n'ont pas la richesse du sous-sol du Venezuela et pourtant ils sont dans la ligne de mire des États-Unis et se déchaînent la même violence contre eux que contre le Venezuela. Je pense par exemple au Nicaragua, les ressources du Venezuela, ou Cuba évidemment. La deuxième raison de cette violence déchaînée contre le Venezuela, c'est le modèle politique. Il est inconcevable que la vérité de ce modèle politique puisse donner des idées malsaines aux gilets jaunes que vous êtes. Et autres, évidemment. Il faut absolument que ce modèle échoue. Il faut absolument que les gens ne savent pas que malgré la crise, le Venezuela a construit et offert 2 millions de logements depuis 2011 jusqu'à 2019. 2 millions de logements meublés pour la population. Il faut précisément que ce modèle échoue pour ne pas que les gens sachent que le système de santé, les nouveautés liées au système de santé, que le Venezuela a construit des centaines d'écoles, que le Venezuela a repris en charge son État, ses services publics, ses voies de communication, que la richesse produite par l'État sert à financer des programmes sociaux, que le Venezuela prend en charge l'alimentation aussi de sa population à travers les CLAP. Mais avant les CLAP, il y avait Péléval, il y avait Mercal, c'est-à-dire des supermarchés d'État qui vendaient à des prix inférieurs au prix du marché pour que tout le monde puisse manger, pour que tout le monde puisse avoir une vie digne, pour que tout le monde ait un logement digne. Et surtout, il ne faut pas que dans vos cerveaux de gilets jaunes et de rebelles, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez quand même un petit côté rebelle, il ne faut surtout pas que vous puissiez imaginer une démocratie approfondie comme celle qui est à l'œuvre au Venezuela. Et surtout, ne vous y trompez pas. Si un jour, en France, nous réussissons à avoir notre propre modèle, à approfondir notre démocratie, à revendiquer notre souveraineté et ne plus dépendre d'organismes supranationaux qui nous imposent des non élus, qui nous imposent des politiques. Si en France, on réussit à établir une politique de redistribution, de renforcement des services publics, de renforcement du rôle protecteur de l'État, alors ce jour-là, s'abattra sur nos têtes la même violence qui aujourd'hui s'abat sur le peuple vénézuélien. Et rien qu'en cela, la leçon de résistance que nous donne le peuple vénézuélien est à prendre en compte. Merci beaucoup.